Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir une interview sur l'autrice du nouveau livre qui va sortir apparemment, Les Nouveaux Antisémites, qui va traiter, comme son nom l'indique, de l'antisémitisme. On s'en doute de ce que ça va parler notamment de l'antisémitisme de gauche, puisque c'est les grandes attaques qui sont faites, et il va y avoir notamment tout un passage sur Rima Hassan, puisque c'est le titre de la vidéo, Voyage au Liban, apprentissage de l'hébreu, révélation sur Rima Hassan par Nora Bussini. Comment on va aborder cette vidéo? Alors déjà, le livre n'est pas sorti, il me semble encore, donc on est à l'interview avant la sortie, donc on ne va pas juger sur l'état du livre, on va juger sur ce que l'autrice nous dit. C'est donc les propos que l'autrice nous dit pour nous inviter à aller lire le livre, et donc on va juger est-ce que ce qu'elle nous dit de son livre, de ce qu'il y a dedans, a un quelconque intérêt. Autre angle de la vidéo, on va voir le comportement de l'intervieweuse, comment elle se comporte, quel est son parti pris, et c'est assez criant de vérité sur un parti pris fort qui est fait dans cette interview journalistique, entre guillemets. Puisque là, très clairement, l'intervieweuse n'est pas du tout neutre. Vous allez voir, elle a très clairement pris un certain parti et va vraiment jouer dans ce cas-là. On va traiter aussi cette vidéo pas sur la personne même de Rima Hassan. Je vais encore me prendre des commentaires comme quoi je suis un gros gauchiste, que je défends les filles, que je défends Rima Hassan, etc. Là, on va pas du tout parler des positions de Rima Hassan, on va pas parler de qui est Rima Hassan, etc. On va juste, une nouvelle fois, traiter le harcèlement, la manière dont elle est traitée, justement, le dénigrement, les diffamations, vraiment la haine que subit Rima Hassan, qui est pour moi sans comparaison, qui est pour moi inédite. Alors, ne m'attaquez pas encore. Encore une fois, moi, je ne vais pas faire l'avocat de Rima Hassan sur ses positions, sur ce qu'elle dit, etc. C'est pas l'intérêt de la vidéo. L'intérêt de la vidéo, c'est de voir à quel point il y a une haine qui, pour moi, n'a aucun antécédent, qui a aucun exemple de Rima Hassan. Rima Hassan, dont le combat, c'est la Palestine. Et apparemment, ce fait-là a déchaîné toute la haine d'une partie de la population contre elle, et vraiment toutes les attaques les plus basses sont permises contre elle. Donc on va voir cette vidéo. Bonjour Nora Bussini, merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de vue sur Figaro TV. Bonjour, merci de me recevoir. Je vais me permettre d'accélérer quand même un peu parce que on n'a pas toute la journée non plus pour faire ça. Vous êtes donc journaliste, vous signez une nouvelle enquête, Les Nouveaux Antisémites, c'est l'enquête d'une infiltrée dans les rangs de l'ultra-gauche. Longtemps, l'antisémitisme était associé à l'extrême droite. Qui sont, et on va revenir dans le détail au long de cette interview, qui sont ces nouveaux antisémites? Alors le titre est important, je voulais mettre les nouveaux antisémites. Finalement, l'antisémitisme évidemment ne date pas d'hier, mais il a des nouveaux vecteurs. C'est ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, notamment via les réseaux sociaux. On a ici une ultra-gauche, c'est pour ça que c'est le sous-titre de mon livre, qui sont des militants qui appartiennent à différentes franges. Voilà, je vous avais dit, la nouvelle antisémitisme, c'est l'ultra-gauche, bien entendu. D'une extrême gauche, qu'elle soit politique ou militante. Ouais. Ils ont tous en commun un rejet des institutions démocratiques. Et surtout, ils vont radicaliser une génération Z qui, comme je le précise dans le livre, sera primo-votante en 2026 et en 2027. Petite question d'actualité. C'est ça qui leur fait vraiment peur. C'est les nouvelles générations qui arrivent et qui auront été bercées par les derniers événements, les dernières années du conflit, du génocide à Gaza, qui a ultra politisé et ultra conflictualisé ce conflit chez nous, et avec des jeunes qui sont très touchés par ce qui se passe et qui sont très marqués. Comme j'avais déjà expliqué dans de précédentes vidéos, les anciennes générations ont connu un peu une propagande, toute une mode, toute une culture, notamment américaine, où Israël était vraiment toujours présenté comme l'allié, le Mossad comme quelque chose de très vertueux, d'incroyablement efficace, etc. C'est toujours les gentils contre les méchants qu'on pouvait voir. Et notamment, l'exemple le plus frappant était notamment NCIS, ou NCIS, moi je me souviens
toujours des personnages qui étaient du Mossad et comment dans toute la culture, en fait, c'était présenté comme nos alliés. Sauf que toute cette jeune génération, elle n'a pas connu ça. Elle n'a pas connu toute cette culture où ils s'étaient présentés comme des alliés. Elle a connu que les dernières années où ça s'est aggravé et toute la communauté internationale commence à se détourner d'Israël et à plus pouvoir fermer les yeux sur ce qui se passe là-bas. Donc, autant sur les anciennes générations, il y a encore cet existant, on va dire, de culture vidéo, film, etc., qui peut peut-être faire un frein à accepter que c'est vraiment horrible ce qui se passe. Autant les nouvelles générations vont être en plein dedans. Et c'est ça, je pense, qui fait très peur à ces personnes. On le sait, le président de la République a reconnu officiellement la Palestine hier. Quel est l'accueil que fait cette mouvance d'ultra-gauche de cette reconnaissance de la Palestine? C'est intéressant que vous me posiez cette question. Je regardais hier des comptes de personnes que j'ai côtoyées pendant 1 an et demi sous une fausse identité et je m'attendais à ce qu'ils soient quand même réjouis et pas du tout. En fait, ils disaient c'est une honte parce que ça ne se fait pas de la bonne manière. C'est toujours une honte parce que Emmanuel Macron le fait pour eux de manière forcée. Et surtout, dans le cas de certaines organisations que j'ai côtoyées, eux-mêmes vont qualifier l'autorité palestinienne de traîtresse. Donc ils ne sont vraiment pas en soutien d'une autorité palestinienne. Donc à la fois un combat pour la Palestine et en même temps, effectivement, Rima Hassan disait ils ne s'en sortiront pas avec une reconnaissance symbolique de la Palestine. Exact. Oui, vous attendiez à quoi? Que tout le monde soit unanimement content, que ce soit une position unanime de tout le monde félicite. Oui, il y a toujours des mécontents, il y a toujours des gens qui trouvent ça trop tard. Oui, tu vas avoir toujours les gens qui vont dire c'est trop tard, le contexte, ils font ça pour un peu se dédouaner peut-être. C'est juste symbolique, ça va pas être suivi d'effet. Juste la reconnaissance de la Palestine, en fait, s'il n'y a pas d'effet derrière, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Si on commence à reconnaître la Palestine, il faut aussi des sanctions contre Israël qui agresseraient la Palestine qu'on a reconnue. Donc oui, je comprends qu'il y a des gens qui sont un peu, pas réfractaires, mais qui sont pas là à applaudir, quoi. On dire, oui, il faut qu'il y ait quand même, que ce soit pas juste, on dise, bon, on a fait ça, on a reconnu la Palestine, on a joué notre rôle, allez, maintenant, ciao, bye bye, quoi. Donc, oui, il y a des inquiétudes, il y a des problèmes, etc. Et même, de toute façon, dans tout mouvement, dans toute lutte, dans tout truc, tu vas avoir toujours des aigris, etc. Elle nous dit qu'elle a vu des comptes Twitter, elle base son analyse sur des comptes Twitter. Qu'est-ce que ça dit de la globalité? De toute manière, en tout cas dans le cas de ces militants que j'ai pu côtoyer, quand on qualifie une autorité palestinienne de traîtresse, c'est qu'on soutient de facto des organisations reconnues comme terroristes, et c'est le cas de ce que j'ai pu prouver dans mon enquête, comme le Hamas et le Front populaire de libération de la Palestine. Alors moi j'ai une question, je me suis posée comme question, pourquoi vous avez enquêté dans ces rangs, il y a notamment des militants LGBT qui soutiennent eh bien, le Hamas. Vous parlez de Thierry Chauffe. Alors, on va sans doute avoir toute la rhétorique, l'argument les LGBT qui défendent le Hamas, alors que le Hamas les jetterait des immeubles, les tuerait, etc. On est habitué à cet argument répété et démonté. Chauffosa, je m'excuse d'avoir mal prononcé son mot. C'est une figure militante d'ACT UP, c'est ça? Exactement, c'était une grande figure militante d'ACT UP, et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai voulu faire témoigner beaucoup de militants LGBT, mais aussi de militantes féministes qui, justement, vont avoir en commun le fait d'être effarés depuis le 7 octobre, de voir que des personnes qui étaient leurs frères et leurs sœurs de lutte se mènent à soutenir une résistance armée qui, en plus, soutient la charia, et donc prend aux homosexuels. Justement, c'est... Mais, bon, je pense que... Je sais pas si je laisse parler, on commence déjà à rappeler 2-3 aspects. On ne soutient pas la charia. On ne soutient pas le terrorisme. On soutient la vie. La vie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des populations qui sont actuellement déportées, tuées, massacrées, qui meurent de faim, etc. Dans ces populations, il y a notamment également des enfants. Vous n'allez pas nous dire que les enfants, ils méritent d'être massacrés parce que leur peuple en général serait homophobe ou tuerait des homosexuels. Et dans les territoires palestiniens, si on dit que on tue les homosexuels, c'est qu'il y a des homosexuels à la base. Et que les bombes israéliennes ne ciblent pas uniquement les hétéros. En fait, c'est pas des bombes qui vont réussir avec reconnaissance d'image, à peut-être identifier un signe ou alors analyse
des réseaux sociaux, voir s'il y a des tendances à aimer les gens du même sexe, ou alors, comme j'ai dit, reconnaissance d'image, avérer que il y a des signes, par exemple, féminins sur une personne qui serait de sexe masculin de naissance. Ces bombes-là ciblent tout le monde. Les déportations, elles ciblent tout le monde. C'est notamment pour ça aussi que tout ce qui va être groupe LGBT en Palestine disent arrêtez de nous tokeniser, arrêtez de vous servir de nous pour nous abandonner, en gros. En gros, on dit arrêtez de défendre la Palestine parce qu'ils ne seraient pas LGBT friendly, alors que dans la Palestine, c'est des LGBT qui meurent. Donc, c'est pas compliqué, en fait, comme argument. Le problème principal, là, le problème urgent, c'est la fin de l'épuration ethnique, c'est la fin du génocide. Dans un deuxième temps, une fois que ces problèmes d'urgence seront réglés, bien sûr, il y aura les problèmes de maltraitance des LGBT, de meurtre des LGBT, de condamnation à mort, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est pas l'urgence absolue là. L'urgence absolue, c'est déjà de sauver ces populations et notamment, je rappelle, tous les innocents, tous les enfants, tous les nouveau-nés qui n'ont encore rien fait, qui n'ont encore rien porté comme idéologie. La population palestinienne est extrêmement jeune. Voilà. Cet homme, c'est un militant, figure militante d'ACT UP. Il est également engagé en politique. On voit là l'affiche, c'était en 2017. Il a posté son soutien à la résistance palestinienne. Il apparaît tel quel, donc avec une robe transparente, perruque, rouge à lèvres. Le Hamas déteste. Dans le livre, c'est ce que je précise quand je tombe sur cette photo. Je me dis, mais se rend-il compte que le Hamas, au-delà de condamner, il serait véritablement en danger de mort? Il serait assassiné par le Hamas. Et alors que le Hamas le condamne à mort, comme j'ai dit, s'il était en Palestine, ce ne serait pas le Hamas son premier problème. Le premier problème, ceux qui le menaceraient le plus, c'est les Israéliens. Donc, déjà, arrêtons ces massacres. Après, il pourra se soucier d'éviter et de survivre au Hamas, mais déjà, essayez de survivre. Surtout que ce qu'on disait, c'est que le Hamas jetait les homosexuels des immeubles. C'est souvent l'argument qu'on dit, vous seriez au Hamas ou en Palestine, ils jetteraient les homosexuels des immeubles. Je rappelle que Netanyahou a démoli la quasi-totalité des immeubles. Donc, c'est déjà plus un problème sur ce point-là. Petite blague peut-être mal placée, mais je tiens toujours à le préciser. Là, on le voit avec ce qui se passe pour une des flottilles. Le Courrier de l'Atlas a fait un grand article pour raconter comment un activiste queer au sein d'une des flottilles est vraiment rejeté au sein des flottilles, notamment en Tunisie, parce qu'en tant qu'activiste queer, ils estiment que la Palestine serait, selon eux, je les cite, un enjeu d'abord musulman, et que par conséquent, ça ne peut pas aller en adéquation avec la communauté LGBT et le fait d'être un activiste queer. Oui, et en fait, c'est vraiment, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que dans le monde, on ne régule pas son humanité en fonction de est-ce que les gens ont les mêmes valeurs que nous ou pas. Quand tu vois, encore une fois, je parle toujours des enfants parce que c'est ce qui permet de régler le débat le plus vite et pas se lancer dans des grandes discussions où vous pouvez pas me répondre de toute façon. Mais les enfants, tu peux pas les abandonner juste parce que leurs parents seraient homophobes, parce que leurs parents commettraient des atrocités. Et encore une fois, elle parle toujours du Hamas. Le Hamas, c'est pas toute la population. Le Hamas, c'est des groupes armés. Le Hamas n'existerait pas s'il n'y avait pas la situation actuelle à Gaza. Il ne faut pas oublier qu'ils ont notamment été financés, armés par le gouvernement d'Israël. Ça a déjà été prouvé. Que Netanyahou, en plus, a déjà dit que c'était en juin 2025, je crois, dans une interview où il y avait eu, on lui posait une question sur des informations qui étaient sorties dans la presse, comme quoi Israël armerait, financerait des groupes terroristes tels que Daesh. Il avait dit, bah oui, bien sûr qu'on fait ça. Bien sûr qu'en gros, on arme ces groupes, on finance ces groupes, etc. Ce qui est grave, c'est que l'information soit sortie. C'est ça qu'il avait dit. C'est pas qu'on finance, c'est que l'information soit sortie. Mais donc, t'as des groupes armés, des groupes
terroristes qui sont mis en place par Israël, plus généralement l'Occident, parce que les États-Unis ont bien joué dans tout ce qui va être l'État islamique, Daesh, etc. Et après, on utilise ces groupes qu'on a nous-mêmes mis en place pour dire les populations qui se sont tournées vers ces groupes parce qu'on les massacrait, on doit aussi les massacrer. La logique de ces arguments m'affole. Ils ont en réalité les jeunes du festival Nova qui ont été assassinés par le Hamas avaient plus finalement sans doute de points communs avec ces personnes peut-être. Effectivement. Et alors Et on voit vraiment, là je vous ai parlé tout à l'heure de parti pris de la journaliste, regardez bien ses têtes, regardez bien ses interventions, elle relance vraiment dans un sens tout au long de l'interview. Peu importe qu'on ait plus en commun avec ceux qui étaient au festival de Nova, et encore une fois, on va pas se lancer dans un débat, est-ce que c'est vrai ou pas. Quelle importance ça a? Quelle importance ça a qu'on ait plus en commun envers ceux du festival Nova que envers la population qui se fait génocider? Et encore une fois, à prouver. Ça n'a pas d'importance en fait. En gros, le message, c'est qu'il ne faudrait pas avoir d'humanité envers des gens qui ne nous ressembleraient pas, qui auraient des valeurs trop différentes des nôtres. Non, l'humanité, en fait, tu l'as pour les gens en général. Alors bien sûr, pour ton voisin, pour ta famille, tu vas dire que tu es plus impliqué, mais Israël ne connaît pas de génocide. La Palestine connaît un génocide. Pour avoir interviewé encore une fois beaucoup de militants LGBT, c'est vrai qu'on sait qu'en tout cas à Tel Aviv, il y a une des plus grandes prides et que c'est une grande place LGBT, Tel Aviv. Tout à fait. Et ça, je sais pas, écouter beaucoup de militants LGBT, etc., ça les rend fous qu'à chaque fois, ils soient utilisés pour défendre ce qui se passe à Gaza. Et pour dire, les gentils, c'est Israël parce que il y a une pride à Israël, etc. Et même, encore une fois, je suis même pas sûr que ce soit aussi simple. Il faudrait peut-être regarder exactement la situation à Israël des populations LGBT, mais ça les rend fous qu'ils soient tokenisés, qu'ils soient utilisés dans ce seul but, c'est de dénigrer le soutien aux populations palestiniennes. Cette convergence des luttes, comment on l'explique justement alors l'idée vraiment de ce livre, c'était de montrer qu'il y a, comme vous le dites très bien, une convergence des luttes et qu'elle parvient à se faire autour d'un ennemi commun. C'est pas moi qui l'explique très bien, c'est George Orwell déjà dans 1984, ils montrent très bien comment un ennemi commun fédère. Et en l'occurrence, l'ennemi commun, c'est le juif, ou plutôt le sioniste. En fait, ce qui fédère, c'est le côté humaniste, en fait. Les LGBT, déjà, défendre les LGBT qui est à Gaza, encore une fois, la première menace pour les LGBT à Gaza, le Hamas. La première menace, c'est Israël qui les bombarde, qui les affame, qui les tue. Et l'humanisme, c'est de se dire, il y a une population qui connaît une épuration ethnique, un génocide. Rien ne justifie l'épuration ethnique, le génocide. Rien du tout. C'est pas une haine du juif, c'est pas une haine de l'israélien, et c'est une haine de ce qui est en train de se passer. Et après, la question sur le sionisme lié à la colonisation, toutes les thématiques anticolonialistes, c'est c'est des mouvements portés de gauche et portés par les mouvements aussi LGBT, encore une fois, en convergence des luttes. L'anticolonialisme, c'est pas lié aux sionistes, c'est pas lié aux juifs en particulier, c'est mondialement, tu as des mouvements anticoloniaux où tu dis que la colonisation, c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose d'humain, c'est pas quelque chose de respectable. Et donc forcément, quand tu as un État qui colonise, et ça c'est prouvé depuis longtemps, rien que par les cartes et même les méthodologies pour coloniser, les méthodologies qui ont déjà été nombreuses fois documentées, vous avez plein de reportages, de vidéos, etc., de prises sur le fait de comment ça se passe. Tu as des zones qui sont donc normalement interdites à la colonisation israélienne. C'est illégal en Israël de s'installer là pour les Israéliens. Sauf que tu as des gens qui vont s'installer en dehors de toute règle. L'armée israélienne les voit, leur dit c'est illégal, on ne peut pas vous aider, on ne raccorde pas à l'eau, à l'électricité, etc.
mais on vous arrête pas. Et donc, les Israéliens vont coloniser ces villages, ces lieux, ces kibbutz, etc. Provoquent des incidents, volent les terres. Moi, j'ai vu des vidéos, tu vois, des Israéliens attaquer littéralement des villages ou en tout cas créer des conflits. Et les Palestiniens ou les Cisjordaniens ripostent. Comme ils attaquent, ils répondent aux attaques, là, l'armée israélienne intervient, sécurise le village, raccorde l'eau, l'électricité et autorise cette colonie qui était illégale jusque-là. Et petit à petit, ça s'étend. Et le meilleur indicateur, il y a 6 millions de réfugiés palestiniens juste dans les pays arabes. Okay, c'est plus que ce qu'il y a dans les territoires palestiniens et la Cisjordanie. Déjà, 6 millions. C'est plus que ce qu'il y a sur les territoires palestiniens et cisjordaniens. Donc de population de réfugiés palestiniens dans des camps. Je me perds, mais en tout cas, tout ça y est, c'est en fait quand t'es pour sauver la vie des Gazaouis, t'es antisémite et t'es antisioniste. Ça n'a plus aucune raison logique de discuter. Qui permet de fédérer aussi bien des militants LGBT qui ont un antisémitisme complètement en eux, et c'est ce que je montre notamment par des passages, des témoignages ahurissants de messages que j'ai pu lire aussi, mais ça peut très bien se fédérer des islamistes, des vrais islamistes en l'occurrence, pas tout simplement des personnes qui ont un discours un petit peu radical, des vrais islamistes qui vont se dire faisons œuvre utile, œuvrons ensemble, nous avons un ennemi commun. Dans quel but ? Le but, ce serait le chaos, le pouvoir par le chaos, et c'est pour ça que vraiment je voulais conclure sur ces... Alors des buts imaginés comme ça, c'est-à-dire que le petit militant LGBT, les petits groupes LGBT, ils se diraient oui, alors moi, mon but, c'est de m'allier aux islamistes, les méchants terroristes, parce que comme ça, on va porter une cause pour mettre le chaos total et gouverner. Non, les mecs, vraiment, comment vous pensez que ça peut passer dans l'opinion ? Le seul but, c'est de se dire, je vois une population qui souffre, qui est traitée de manière inhumaine, et en plus, on est d'une certaine manière complice de ce traitement, puisqu'au travers de la France, on soutient Israël, on envoie des équipements, on a des liens forts avec eux, donc je suis un peu complice de ça, et donc ça me choque, je combats ça. C'est tout. Je vois pas un complot, une conspiration qui voudrait, au final, se servir de ça, mais en fait, qui veut pas vraiment le défendre, qui veut juste créer le chaos. Ces élections municipales, je cite à la fin du livre 2 militants différents, Ouria Boutelja d'un côté et de l'autre Elias Zimzalen, qui expliquent très bien l'un comme l'autre sans même se concerter des indifférentes, comment ils sont persuadés que la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon seraient, je cite, islamophobes, mais qu'ils représentent leur cheval de bataille pour les élections. Donc il y a... Mais on passe vraiment du coq à l'âne, quoi. Du coq à l'âne. Elle était à nous dire que c'était les LGBT islamistes s'alliaient de manière consciente juste pour provoquer le chaos. Et là, elle passe sans justifier, sans expliquer à Ouria Boutelja qui dirait je suis sûr que la France insoumise est islamophobe, mais c'est notre cheval de bataille. Déjà, le whipping total, on passe d'un sujet à l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a de choquant que y ait des... Je suis sûr qu'il y a des islamophobes, tout à fait, à la France insoumise. Encore une fois, un traité de LFI. Je ne suis pas l'avocat de LFI, je ne suis pas LFI, mais il y a de l'islamophobie partout, dans tous les partis. Il y en a aussi dans la France insoumise, je suis persuadé. Il y a aussi un peu d'islamophobie latent parce que, en fait, tu fais plus confiance à ce que tu connais ou tu es plus habitué à ce que tu connais. Et donc, dès qu'il y a des choses qui changent un peu, forcément, tu as des craintes, etc. Oui, et alors et encore une fois, c'est ce que dit Ouria Boutelja. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? C'est pas le sujet de là. Le sujet, c'est de commenter sa déclaration. Et donc, elle dit il y aurait de l'islamophobie à la France insoumise, mais c'est notre cheval de bataille. Pas pour faire le chaos, tout simplement parce que, a priori, ils considèrent que dans le paysage médiatique français, le politique français, c'est ceux qui défendent le plus la cause palestinienne, qui défendent le plus les musulmans, qui les protègent le plus de toutes les discriminations, de tout le racisme qu'ils subissent.
C'est aussi simple que ça. C'est quoi le rapport avec le sujet juste précédent, ce que tu évoquais précédemment? Et en quoi c'est important là? En fait, encore une fois, c'est qu'une interview, hein, mais il n'y a aucune cohérence dans tout le propos. Il y a une organisation, un calendrier, notamment donc les municipales de 2026. Vous parlez d'une subversion calculée, voulue de notre société et de nos valeurs républicaines. Tout à fait. Vous écrivez. Tout à fait. De toute manière, le rejet des institutions républicaines, des valeurs républicaines, il est immensément présent. Je le raconte notamment à Sciences Po. Il y a eu le 7 octobre, évidemment, mais il y a eu aussi peu après l'assassinat de Dominique Bernard. Quand il y a des étudiants de Sciences Po ont tout simplement voulu rendre un hommage à Dominique Bernard et faire des affiches en hommage à lui. Elles ont été arrachées parce qu'il y avait le mot laïcité et pour eux, c'était islamophobe. Vous êtes allé... Alors, aucun contexte sur l'histoire. Il faudra aller vérifier qui a fait ça, combien de personnes ont fait ça, est-ce que c'était un mec, deux mecs, est-ce qu'il y avait une raison. Ça va être comme les affiches de Lola, etc., qui sont arrachées. Mais après, même si c'est des groupes racistes qui s'en servent, c'est véhiculé pour des images. Donc en fait, il y a plein d'histoires. Est-ce que un mec ou deux mecs, est-ce que c'est un groupe, est-ce que c'est un syndicat qui les a arrachés, etc. On va pas se prendre des faits divers, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire un arrachage d'affiches, comme forcément des messages politiques. On n'en sait rien, en fait. Ayez un peu de dignité, un peu de respect pour les intellects de tout un chacun, et développez un peu plus vos propos. Argumentez un peu mieux que juste, il y a des affiches qui ont été arrachées. Alors oui, c'est pas le livre, c'est l'interview, et ça ne prend pas longtemps de dire a été arraché par tel type d'organisation, ou dans tel contexte, ou tel revendiqué par telle personne. C'est quand même pas compliqué. Et effectivement, dans les universités, notamment à Columbia, aux États-Unis, où ça a démarré après le 7 octobre, les tueries du 7 Exactement. octobre. Je tenais à aller à Columbia. Je suis également allée sur le campus de l'Université libre de Bruxelles et je suis allée dans plusieurs universités et campus de France. Et en fait, je voulais montrer à quel point tout est interconnecté. Effectivement, Columbia est l'épicentre, tout démarre chez eux, mais après, on voit comment ça va se diffuser tout à fait aux États-Unis, mais également en France. En France, comment? Notamment par Students for Justice in Palestine, qu'on trouve à Columbia et qui, dès le 7 octobre, soutenait officiellement le Hamas et qu'on retrouve, par exemple, à Sciences Po Paris. Et c'est ceux qui ont voulu recevoir Rima Hassan, notamment. Alors, Rima Hassan, à qui vous consacrez un chapitre, vous diriez que c'est le visage de cette nouvelle ligne d'ultra-gauche? Effectivement, je tenais à consacrer ce chapitre à Rima Hassan parce qu'elle est quand même élue aujourd'hui, élue française, et je voulais montrer comment il y a une... Tout à fait. Donc là, elle vient quand même de nous dire que c'est un chapitre de son livre. Un chapitre de son livre, on est déjà à la moitié de la vidéo. C'est un chapitre de son livre. Tout le titre de la vidéo, c'est sur Rima Hassan. Voyage au Liban, apprentissage de l'hébreu, révélation sur Rima Hassan par Nora Bussini. Un chapitre du livre. Et c'est là-dessus que tout va se concentrer. Ça, pour moi, ça dénote vraiment de l'acharnement, de l'importance qu'ils donnent eux-mêmes à Rima Hassan, en fait. Elle sait très bien que ce qui fait faire vendre son livre, c'est surtout ça, c'est surtout Rima Hassan. Et elle n'y consacre que un chapitre. Le Figaro dit, nous, on va titrer toute la vidéo sur Rima Hassan, et tout le reste, là, qu'on vient d'entendre, en fait, c'était que de l'introduction. Les députés européennes, et je voulais montrer comment il y a une obsession depuis toujours. Vous parlez d'une obsession juive. Effectivement, alors je fais des révélations. Obsession juive pour elle, mais pour vous, c'est vraiment obsession Rima Hassan. J'ai voulu reprendre sa trace dans la ville de New York quand elle arrive en France. Parce que c'est un personnage qui est récent dans le paysage politique. Tout à fait. D'ailleurs, avec une ascension fulgurante. Exactement. J'ai réussi à quantifier à peu près le moment où elle est repérée par la France Insoumise, c'est le 10 octobre. Peu après, 10 octobre, 2023. Peu après les attaques du 7 octobre. Elle est repérée de quelle façon? Elle est repérée parce qu'elle fait des tweets particulièrement problématiques le 7 octobre qu'elle a effacés. Moi, j'ai pu en récupérer certains, notamment. Tout à fait, notamment des tweets où elle va s'en prendre à François Ruffin, elle va s'en prendre à Europe Écologie Les Verts, qui condamnent ce qui s'est passé le 7 octobre, et elle va les contredire. Donc directement, elle va être attaquée parce que beaucoup de gens sont effarés, ils ne la connaissent pas. Et peu après, c'est là qu'elle va avoir le soutien, notamment de Thomas Porte et Emmanuel Bompard. Et c'est là qu'on voit l'objet politique qui était déjà présent depuis un moment. Moi, je retrace vraiment sa trace et son arrivée. Bon, encore une fois, on n'a pas les tweets, on sera peut-être dans le livre. Et comment vous voulez qu'on fasse la quelconque analyse? Comment vous voulez qu'en tant que spectateur, on en tire quelques conclusions? Encore une fois, c'est toujours, c'est une expression moi, que j'aime bien là maintenant, je vais l'utiliser, c'est de l'information pré-mâchée qu'on te met dans le cerveau. Les mecs, ils sont devant la vidéo là, et on leur dit des tweets problématiques de Rima Hassan sur le 7 octobre, sur le Hamas, etc., contre des gens qui condamneraient les attaques du Hamas. Et donc, ils doivent accepter ça comme information. Et donc, pré-mâcher, ça leur rentre dans leur cerveau. C'est bon, c'est des faits, etc. Bah, montre-nous au moins les tweets. Et encore une fois, oui, je sais, c'est qu'une interview.
Mais c'est comme ça que les gens s'informent. Combien de gens vont jamais aller lire le livre et vont juste prendre cette interview? Arrivé, je récupère des témoignages exclusifs, je montre quand même les liens qu'elle avait en secret avec la communauté juive, sa volonté de se rendre en Israël, je fais témoigner. Les liens qu'elle avait en secret avec la communauté juive. Elle rêvait de se rendre en Israël. Où est-ce qu'on va là? Elle a appris l'hébreu, elle a eu un amoureux juif, elle était même très au fait des célébrations juives, plus que... Voilà, on va vider les poubelles, quoi. On va fouiller les poubelles. Donc elle aurait appris l'hébreu, elle aurait un petit ami juif. Et alors, qu'est-ce que ça apporte comme information? Donc elle est pas antisémite finalement? Je comprends pas là. C'était frappant quand vous dans le livre, moi, quand plus que la famille de son ami. Exactement, parce que c'était une famille qui était une famille juive très laïque, et c'est elle qui, par exemple, allait leur souhaiter chaque fête, dont même eux parfois ne se rappelaient pas. Elle allait leur dire, par exemple, voilà, que son cours d'hébreu était annulé, et surtout, elle cachait cette relation justement parce qu'elle était d'une famille de confession musulmane et eux étaient juifs. Rima. Oui, alors comme dans beaucoup de familles, quand il y a des religions différentes, ça peut poser des problèmes. Ok, super information. Là, on va vraiment fouiller les poubelles sur la base de quoi? Sans doute des déclarations d'un ex. On va aller interroger l'ex d'une personne, des gens peut-être avec qui elle s'entend plus, peut-être qu'avec ce petit ça s'est mal passé, peut-être que comme ils sont juifs, elles sont très très touchées par ce qui se passe là-bas et que ils sont très pro-israéliens, peut-être, on sait rien en fait. Et donc qu'est-ce qu'on va aller fouiller dans le passé comme ça des gens sur les ex-relations, sur le fait que comment dire qu'elle était sortie avec un juif, qu'elle connaissait les faits de juifs, qu'elle s'était intéressée à la truc, etc. C'est vraiment la poubelle du journalisme. Hassan, donc quand début octobre, elle fait quoi quand on la repère en 2023? Alors, qui elle est exactement? Rima Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle a été son ex-fiancé, lui, va repérer sa forme de radicalisation en 2014 quand elle part au Liban. D'ailleurs, elle part symboliquement. C'est une relation qui remonte à 2014. Quel âge elle avait? C'était 2014, c'était il y a 11 ans. Et vous imaginez quand même, 11 ans après, t'as un ex qui va déblatérer, qui va parler à un journaliste de comment t'étais, etc., qui va aller à tout balancer sur ta vie avant. 11 ans après, t'as un ex qui arrive comme ça. C'est incroyable. Avec la Magen David de son C'est-à-dire l'étoile de David autour du cou de son compagnon. C'est quand le voyage au Liban? 2014. Voilà, 2014 jusqu'en 2013, l'institut où elle part était dirigé par François Burga, et donc elle part en 2014 pour ses études, et là à son retour déjà lui constate quoi? Que dès 2014 elle se met à retweeter Alain Soral, et ça c'est quelque chose qu'il a vraiment beaucoup de mal à lui pardonner. Alain Soral qui est quand même une figure de l'ultra-droite antisémite, qui d'ailleurs a été condamné encore récemment, qui va faire de la prison, en tout cas c'est ce qu'a décidé la justice, et en 2015 il est encore plus effaré parce qu'il voit qu'elle retweet une quenelle de Dieudonné, et ça pour lui c'est beaucoup trop. Et Raphaël était estomaqué de voir ça, il lui dit mais tu avais tout, il lui dira plus tard, tu avais tout pour être une militante de la paix. Mais sauf que Rima Hassan va continuer. Tu avais tout pour être une militante de la paix. Ok. Donc, je pense que mes suppositions sur le camp choisi vraiment par son ex-petite amie, elle est un peu validée, quoi. Elle est un peu validée, je pense. Quand tu vois une population qui est, qui est colonisée, qui est massacrée depuis des décennies, qui a plus de la moitié de sa population qui est même plus dans le territoire, qui est dans des camps de réfugiés depuis des décennies et des décennies et des décennies. Et quand tu dis à une personne, parce que tu ferais le lien entre les Juifs et les Palestiniens, Israël et les Palestiniens, tu serais l'ambassadeur de la paix entre les mondes. C'est que tu as une vision vraiment de ce conflit, entre guillemets, encore une fois, qui est il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, voilà, on va se réunir, et puis les Palestiniens vont perdre petit à petit leur truc. Continuer comme ça. En 2021, elle commence à être repérée. Elle va faire le fameux sommet des Napoléons à Val d'Isère, qui est vraiment un sommet qui va propulser au niveau politique et l'installer. Et elle fait surtout le collège citoyen en 2022. Et là, les révélations que j'ai recueillies là-bas sont absolument folles. Là-bas, c'est très compliqué parce que déjà, quand elle arrive quand même dans une promotion qui va être très progressiste, très inclusive, et elle va avoir deux gros dérapages. Le premier, c'est quand elle va poster sur LinkedIn
un hommage à une journaliste palestinienne qui a été assassinée, et un hommage qui va pour la première fois la propulser. Elle reçoit des milliers et des milliers de commentaires, et elle ne les modère pas. Les commentaires que l'on m'a donnés à consulter sont d'un antisémitisme crasse. Les gens de sa promotion sont effarés. Ils sont surtout effarés parce qu'elle laisse ces commentaires-là, alors qu'elle pourrait tout à fait les supprimer, ou même les... Dans les gros dérapages, donc on a eu l'ex, et maintenant on a eu les commentaires sous un post LinkedIn. Et le premier post qui perce. Je pense que sur LinkedIn, et en plus sur le premier post qui perce, t'es vite dépassé, surtout quand elle dit qu'il y a plein de commentaires. Ça doit être très chronophage. T'es pas une influenceuse à la base. Donc les niveaux de modération, et c'est les commentaires, c'est pas elle. C'est les commentaires, c'est des gens qui postent. Et ce qu'on lui reproche, c'est de pas avoir modéré les commentaires qu'elle a reçus apparemment nombreux, très nombreux sur son truc. C'est ça, vraiment les choses, les révélations sur Rima Hassan. Le nombre de commentaires racistes, antisémites, etc. qu'on voit sous des posts de membres du RN, de candidats, de députés, etc. Sous les posts de Frontières, de CNews. On voit des posts d'une violence, des commentaires d'une violence. Et alors, ça veut dire quoi? Eux, c'est des sociétés, c'est des groupes qui ont des modérateurs, qui ont des choses comme ça. Donc, ils sont d'autant plus coupables. Le truc. Donc, ok, je veux bien qu'un influenceur peut avoir une responsabilité, doit faire son maximum pour modérer les trucs à la hauteur déjà de son niveau. C'est-à-dire que si tu prends une vague tout d'un coup de commentaires qui n'étaient pas habitués, comme elle le dit, t'es peut-être pas habitué à ça et t'es peut-être pas les moyens de modérer tout ça. Et puis même, t'en as qui peuvent s'en foutre. Enfin bref. Tout ça pour dire, c'est ça le pire. C'est ça le pire qu'ils trouvent. les contredire. Ce n'est pas le cas. Deuxième chose importante. Mercredi dernier avec CMA. Un spectacle qui compte vraiment. Bonjour Nora Bussini. Et puis en récupérer, par exemple, aller leur souhaiter chaque fête, dont même eux parfois Repère en 2023. figure de l'ultra-droite antisémite, qui d'ailleurs a été condamnée au tweet, une quenelle, sauf que Rima Hassan va continuer vraiment un sommet qui va propulser au niveau politique et l'installer. Et là, les révélations que j'ai recueillies là-bas sont absolument folles. Là-bas, c'est très compliqué parce que déjà, elle arrive quand même dans une promotion qui va être très progressiste, très inclusive, et elle va avoir deux gros dérapages. Le premier, c'est quand elle va poster sur LinkedIn un hommage à une journaliste palestinienne qui a été assassinée, et un hommage qui va pour la première fois la propulser. Elle reçoit des milliers et des milliers de commentaires, et elle ne les modère pas. Les commentaires que l'on m'a donnés à consulter sont d'un antisémitisme crasse. Les gens de sa promotion sont effarés. Ils sont surtout effarés parce qu'elle laisse ces commentaires-là, alors qu'elle pourrait tout à fait les supprimer, ou même les contredire. Ce n'est pas le cas. Même les contredire. T'as dit la première fois des milliers et des milliers de commentaires. Elle va s'amuser toute la journée à aller contredire tout le monde. Non, non, tu peux pas dire ça. Non, non. Et même surtout, mais attendez, surtout, c'est à LinkedIn de modérer ça. C'est aux plateformes de pas tolérer l'antisémitisme quand même. Je sais qu'on va perdre l'habitude avec enlever toute la modération de X et de Twitter. Mais à la base, quand même, pour moi, sur des réseaux sociaux, tu ne devrais pas pouvoir avoir de commentaires racistes, tu ne devrais pas pouvoir avoir de commentaires antisémites, tu ne devrais pas avoir de menaces de mort, tu ne devrais pas avoir d'appel à la violence, d'appel au meurtre, etc. Le premier responsable, pour moi, c'est pas le créateur de contenu, c'est la plateforme. Parce que quand tu essayes de signaler des contenus, tu n'as jamais de retour. Moi, j'ai déjà essayé plein de fois des messages horribles sur X de les reporter. Réponse, non, mais ça, on a vérifié, ça n'enfreint pas les règles, on peut rien faire. Si vous n'êtes pas content, faites un signalement, je sais pas quoi, l'Union européenne, où il faut que tu remplisses une feuille A4, plein de commentaires, mettre tes coordonnées, etc. Bah, allez vous faire foutre. Et à un moment donné, c'est les responsabilités quand même des plateformes. Et LinkedIn, en plus, ça devrait pas pouvoir exister.
Deuxième chose importante au Collège citoyen, elle va s'en prendre à un des bienfaiteurs qui finance le Collège citoyen et elle va accuser ce bienfaiteur-là d'avoir exigé qu'elle quitte le Collège citoyen sous peine d'arrêter ses financements. Ce qui est tout à fait faux. Moi, j'ai contacté les fondateurs du Collège citoyen qui me disent que pas du tout. Il a arrêté ses financements effectivement suite à des échanges avec Rima Hassan. Il l'a trouvé, il n'était pas d'accord avec son point de vue, mais il n'a jamais exercé aucun chantage. Sauf qu'elle va révéler leur conversation publique et elle va l'afficher sur les réseaux sociaux, entraînant un cyberharcèlement massif de ce monsieur. Vous parlez aussi Voilà. Non, mais on est quand même révélation. Révélation. Elle a dit les énormes révélations, incroyables révélations qu'elle a fait. On est là, quoi. Donc, je répète, hein, le témoignage de son ex, qui disait qu'en gros, elle était full proche des juifs, qu'elle apprenait l'hébreu, qu'elle est fan, etc. Et qu'elle a changé. Ok. Et le deuxième, c'était quoi? Qu'elle a pas modéré les commentaires sous un post. Et que elle a eu un différend. Elle disait un truc, l'autre personne disait un truc, elle a partagé une conversation, que ça a entraîné un cyberharcèlement. Pareil, il faudrait creuser l'affaire, mais c'est pas les révélations incroyables, quoi. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. Dans votre livre, d'un concept, c'est la preuve par la Palestine. De quoi il s'agit? Alors, c'est un concept qui, pour moi, vraiment explique l'ouvrage, explique un militantisme aujourd'hui. Il m'a été justement mis en lumière par une... Attendez, j'espère que c'est quand même pas tout ce qu'on a sur Rima Hassan. Hein. 11 minutes. On avait dit que ça avait commencé à 6 minutes. Donc, il y a 5 minutes sur les 15. Un tiers. Et encore, je suis gentil. Et toute la vidéo est titrée « Voyage au Liban, apprentissage de l'hébreu, révélation sur Rima Hassan » par Nora Boussini. Et elle va faire tout sa communication là-dessus. C'est juste indécent. Encore une fois, moi là, je veux pas faire l'avocat sur ces histoires-là. J'en sais rien. Et je veux pas faire l'avocat. Et c'est des histoires déjà qui sont révélées là. Il n'y a rien. Ok. Et sur les positions de Rima Hassan, je la connais même pas assez pour vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc on s'intéresse pas à ses positions. On s'intéresse juste au traitement qu'elle subit. Au harcèlement incroyable qu'elle subit. Vraiment l'obsession malsaine que les médias ont, que les réseaux sociaux ont contre Rima Hassan. Cette haine, vraiment, c'est l'ennemi public numéro 1. C'est vraiment le réceptacle des pires haines. Une militante qui était avant chez nous toutes, qui m'a montré ça, qui m'a dit c'est ce qui explique ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai vu. Alors c'est un concept qui a été créé par Youssef Boussouma, peut-être que je prononce mal son nom de famille, je suis navrée, et surtout il a été beaucoup repris par Ouria Boutelja, et qui est de dire vous allez juger la valeur de quelqu'un à son engagement et à quel point, jusqu'où il est prêt à aller pour en soutien à la Palestine, dans sa radicalité. Et c'est pour ça qu'Ouria Boutelja lui dit vous serez très déçus quand vous allez voir le 7 octobre, elle le dit très bien, d'élu de la France Insoumise, parce que vous verrez que tout le monde ne sera pas aussi radical. Parce que l'idée c'est d'être le plus radical possible. Comme une échelle, entre guillemets. Exactement, c'est une échelle de graduation qui permet de connaître un engagement militant. Moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je m'en fous? Oui, je m'en fous déjà. Comment, si j'étais d'accord avec ça, comment je le justifierais, comment j'expliquerais? Est-ce que ça a une explication logique? C'est toujours comme ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que ça a une explication logique? Qu'est-ce qu'ils disent? En gros, c'est une échelle pour juger un peu du militantisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça part du principe que, encore une fois, je me fais l'avocat là de cette position, que la situation palestinienne, c'est de l'anticolonialisme, c'est protection de populations dominées, populations expulsées, depuis des décennies, génocide, épuration ethnique, etc. Donc, normalement, c'est dans toutes les valeurs de gauche. Encore une fois, ne me traitez pas de gauchiste. Dans toutes les valeurs de gauche. Donc, si tu es vraiment un militant, tu dois défendre ces valeurs-là. Donc, tu dois être dans cette position-là. Pourquoi ça révèle ta valeur de militantisme? Parce que, encore jusqu'à aujourd'hui en tout cas, et encore plus dans les années précédentes, se poser contre Israël, c'était pas du tout mainstream. Je ne sais pas si on se rend compte là du chemin qui a été parcouru pour que la reconnaissance de la Palestine, pour que le revirement un peu de la communauté internationale et des gens en général, mais c'était pas du tout mainstream, c'était même très mal vu de plutôt être du côté palestinien et de mettre cette cause-là. Donc si tu es un vrai militant pour ces valeurs-là, et si t'es pas arrêté par les reproches qu'on peut te faire et les attaques qu'on peut te faire là-dessus, c'est que tu es un vrai militant. Ça peut être ça l'échelle. Et ça a été prouvé.
depuis 7 octobre, les attaques en antisémitisme pour toute personne qui s'émeut du sort des Palestiniens, pour toute personne qui arbore un drapeau palestinien, il est attaqué d'antisémite. Il est jeté au bûcher. Il y a même des comptes comme Sword of Salomon là, qui vont traquer les gens. Vraiment, alors ça devient un peu plus accepté, on va dire, dans la société. Mais encore jusqu'à récemment, il y avait vraiment un frein. Et tu as vraiment vu aussi dans la politique française, avant, tu n'avais que LFI au lendemain du 7 octobre qui s'est porté pour la cause palestinienne. Et au fur et à mesure, ça a gagné un peu toute la gauche, ça a gagné un peu le centre, et peut-être un petit peu la droite. Ça commence un peu à déborder. Mais voilà, pour moi, donc c'est pas con, c'est pas déconnant comme réflexion. Et je vois pas en quoi c'est choquant. Encore une fois, dites-moi en commentaire en quoi ça vous choque que la cause palestinienne serait une échelle de valeur ou une échelle de militantisme. Je trouve ça plutôt cohérent et je trouve ça que ça a été plutôt prouvé par la réalité, par le temps. Votre livre se termine par il n'y a pas de conclusion, vous écrivez, mais un cri de désespoir. Oui. C'est très fort ce mot, Nora Oui. Lucini. Tout à fait. Vraiment, moi, j'ai passé 2 ans. Je n'ai pas culpabilisé comme pour la précédente immersion, mais j'étais terrifiée. J'étais terrifiée d'assister à ce que j'ai pu vivre dans des manifestations, dans toute la France, mais aussi, comme je le racontais, en Belgique. J'étais stupéfaite de voir la violence qui s'exerçait, les propos qui pouvaient être tenus, hurler sur des enfants qui mangent un Happy Meal chez McDonald's, vous mangez la chair des enfants palestiniens, frapper, séparer des femmes parce qu'elles étaient juives. Moi, j'étais du côté à ce moment-là d'Urgence Palestine, et d'une organisation qui est reconnue comme terroriste dans de nombreux pays, Samidoun, que j'ai également infiltré, et qui maintenant a la main mise dans des manifestations féministes. Et ça, j'ai trouvé ça fou. Et en fait, oui, c'est un cri de désespoir parce que je suis très inquiète pour. Donc, ils ont la main mise dans des manifestations féminines. Donc, ils font des manifestations féminines. Féministes, plutôt. Et elle est choquée par des gens, des adultes qui crient sur des enfants qui mangent des McDo. Ok. Oui, ça peut être choquant de voir des adultes crier sur des enfants. Ça peut être choquant aussi de voir des adultes larguer des bombes sur des enfants qui se retrouvent coupés en deux, par exemple. Oui, ça peut être choquant, ça aussi. En effet, on peut être traumatisé de voir des enfants brinque-baller du nord au sud, à l'ouest, dans des tentes, à lutter pour de la nourriture, de vivre dans des gravats en continu, à entendre le bruit des bombes tout le temps, à voir les membres de sa famille mourir, à voir tous ses proches mourir, à être continuellement déraciné. Oui, ça peut être choquant si après chacun est choqué plus ou pense nécessaire de parler des choses. Elle pense que il faut parler des gens qui crient sur des enfants qui mangent des burgers. D'autres diront, je préfère utiliser mon temps à parler des enfants qui sont coupés en deux par les bombes ou décapités par les bombes d'Israël, ou alors les enfants ou les adultes qui font l'objet des concours des soldats de Tsahal à celui qui touchera le plus des snipers de Tsahal, à ceux qui toucheront le plus de genoux dans la journée. Oui, ça peut être chacun est choqué par certaines choses, quoi. Pour cette génération Z qui sera en grande partie primo-votante en 2026 et en 2027. Et ça, beaucoup de militants d'ultra-gauche ont bien compris. Quels sont les leviers possibles pour ramener cette jeunesse ? Déjà, je pense qu'il y a vraiment des formations qui doivent être faites auprès des enseignants. Je consacre plusieurs passages de mon enquête à l'éducation nationale, mais également aux universités. Je fais témoigner des enfants, des adolescents, des professeurs qui racontent un petit peu être complètement démunis face à ce qui se passe en classe. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire auprès de cette jeune génération qui, par exemple, pour elle, être sioniste, c'est soutenir le gouvernement de Netanyahou. Et déjà là, on parle quand même sur quelque chose qui est complètement lacunaire dans les connaissances. Et pour eux, ils en sont absolument persuadés. C'est pour ça que pour eux, sioniste égale fasciste. Ils les scandent allègrement. Ensuite, je pense, c'est d'arrêter avec l'argent public de soutenir des militants qui font de l'apologie du terrorisme. Et là, encore une fois, je distingue parfaitement un soutien légitime envers des civils palestiniens et ce qui peut se passer en Palestine. Quand même. De l'apologie du Hamas. Je prends l'exemple de Louisa Yousfi. Louisa Yousfi, qui est une militante qui a bénéficié quand même d'une place et d'une résidence à la Villa Médicis. C'est quand même le ministère de la Culture, c'est de l'argent public, d'une résidence d'1 an que beaucoup d'auteurs rêveraient en France, je pense. Pendant cette année-là, elle a pu faire l'apologie du terrorisme en pleurant des dirigeants du Hamas assassinés et surtout, elle a pu même faire profiter de sa résidence à son amie Ouria Boutedja, avec laquelle elles ont fait ensemble un petit tour de l'Italie. Et donc tout ça, une subvention qui se monte, vous avez en tête à peu près, on évaluait à peu près en tout cas 1 an de résidence peut être minimum 50 000 euros. 50 000 euros. En tout cas, dans la prise en charge. Une enquête à lire, Nora Bussini, les nouveaux antisémites, enquête d'une infiltrée dans les rangs de l'ultra-gauche.
vous avez dû ce sera ma dernière question, vous grimer un peu pour Oui, tout à fait. Alors j'étais passer incognito. Oui, moi pour des raisons, voilà, une partie de ma famille est de confession musulmane, je suis franco-marocaine, donc je ne souhaitais pas porter le hijab, mais j'avais un foulard qui cachait une partie de mes cheveux. En tout cas, j'étais pas habillée pareil. Et surtout, j'ai failli me faire démasquer dans le livre à plusieurs reprises. Je le raconte notamment parce que j'employais des termes comme Israël, alors qu'on ne dit jamais le mot Israël, on dit entité sioniste. À un moment, j'ai dit dans une immersion. C'est pas dans le bon vocabulaire. Bah non, j'ai dit Tsahal, il faut dire l'armée génocidaire. Voilà, je disais des termes, il fallait que je m'adapte, et ça a été compliqué. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle le titre. Elle a failli être démasquée parce que elle a dit Israël. Il fallait dire entité coloniale. Et elle a dit Tsahal, alors qu'il fallait dire armée génocidaire. Non mais sérieusement, elle a failli être démasquée à cause de ça. Sincèrement, est-ce que tu peux être sincère une minute, sincèrement? Ah bon, après, c'est vrai que là je suis mauvais. Là, parce que faut se renseigner, faut être dans le bon soupçon. Elle nous dit ça. Peut-être qu'en fait, c'est vraiment des indicateurs qui permettent aux gros islamistes d'identifier les personnes qui seraient en fait infiltrées. Après tout, soyons ouverts. Donc, allons voir, bien entendu, qu'est-ce qui se passe là. Je vais vous mettre quand même ça. Hop, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté de Rima Hassan. Si on tape Israël, elle a dit Israël là, il y a 7 heures. Elle a dit Israël là aussi. Si je résume Israël, il faut mesurer le niveau d'inhumanité d'Israël. Là, j'ai comme un doute là. Elle a utilisé un des mots qui ont failli la faire démasquer. Et alors, ça. Oh, elle a aussi utilisé le mot Tsahal. Elle a pas dit armée génocidaire. Par les drones meurtriers de Tsahal. Tsahal, armée coloniale et génocidaire. Là, elle l'a dit. Ah, enfin. Mais elle a quand même dit Tsahal avant. Elle a pas juste dit armée génocidaire. Il y a Tsahal. Soldat de Tsahal. Mais alors, vous voulez me dire que Rima Hassan serait en fait une infiltrée puisqu'elle a utilisé les mots qui ont failli faire que Nora Bussini soit démasquée. Parce qu'elle a dit Israël au lieu de État colonial et elle a dit Tsahal au lieu de armée génocidaire. Et voilà, vous aurez eu l'information ici en priorité, en première mondiale. Vous aurez eu cette information sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper ce type d'information quand même. Vous imaginez, vous découvrez que Rima Hassan est une infiltrée des groupes pro-palestiniens. Et là, tout fait sens, hein, puisque dans sa jeunesse, elle a appris l'hébreu, elle portait une croix de David, elle sortit avec une personne de confession juive. C'est une agente du Mossad. Non, mais sans déconner. J'arrête ma piètre blague. Voyage au Liban, apprentissage de l'hébreu, révélation sur Rima Hassan. Quelle indignité. Mais quelle indignité. Vous vous rendez compte, faire son business, son marketing sur une personne qui en fait ne représente qu'un chapitre de son livre, qui représente même pas un tiers de l'interview, c'est d'une indignité sans nom, sans égal. Et en plus, pour sortir quoi? Révélation sur Rima Hassan. Qu'est-ce qu'on a vu? Le témoignage d'un ex? Le fait qu'elle n'ait pas modéré le premier post qui a fait des milliers de commentaires sur LinkedIn. LinkedIn qui devrait être le premier responsable de ne pas modérer des messages antisémites sur sa plateforme. Et une altercation, un problème, je sais pas quoi, de partage de conversations privées sur des divergences de déroulement d'événements avec un autre mec. C'est ça qui sont les révélations de Nora Bussini. Après, encore une fois, on juge pas ce qu'il y a dans le livre. Peut-être que dans le livre, il y a
des choses incroyables, il y a plein de choses qui sont développées, etc. Sauf que t'as une interview, tu donnes quand même de quoi un peu grignoter des petites cacahuètes, quoi. Tu veux donner envie d'aller lire le livre, là. En plus, elle a dit les révélations choquantes que j'ai trouvées, elle nous a cité ça. Bah, je suis désolé, encore une fois, c'est vraiment le naufrage total, le naufrage du journalisme français, des médias français, de la classe politique française. Comment on peut en arriver à être aussi bas? Encore une fois, peu importe les positions de Rima Hassan. Est-ce qu'elle a dit des trucs problématiques? Est-ce qu'elle a des positions problématiques? On s'en fout. Comment une personne devient autant l'ennemi numéro 1 à ce point de haine? Tu dis Rima Hassan sur les réseaux, tu vas avoir tous les gens qui vont débarquer, qui vont déverser une haine incroyable. Incroyable sur Rima Hassan. C'est vraiment hallucinant. C'est même pas de l'attaque politique sur des arguments, sur des débats, comme tous les droitards nous ont fait tout un schéma, toute une crise sur Charlie Kirk, que lui, il aimait bien débattre, qu'il fallait faire ça, qu'il fallait débattre, etc. Les gens ne vont pas débattre, argumenter avec Rima Hassan, ils vont la traîner dans la boue. Débattez avec elle, remettez en cause ses positions, notez ses contradictions, etc. Mais ça, c'est de la poubelle. C'est du déchet. Enfin bref, merci bien pour votre présence, votre attention, pour m'écouter. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous. Dans un petit commentaire, je suis habitué, vous pouvez m'appeler le gauchiste, le LFI, etc. Juste s'il vous plaît, donnez-moi des arguments pour me dire que je suis de gauche. Parce que je veux bien concrètement savoir, est-ce que rien que le fait de parler de Rima Hassan pas en mal, ça fait de moi quelqu'un de gauche. Rien que le fait d'être traumatisé littéralement par ce qui se passe à Gaza fait de moi quelqu'un de gauche. Est-ce que rien que le fait d'être raciste fait de moi quelqu'un de gauche? Dites-moi concrètement. J'aimerais bien savoir, moi, dans quel bord politique me poser. Je veux bien être de gauche, mais il faut des arguments développés. S'il vous plaît. Je vous remercie bien. Je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos. Ne manquez pas la suite avec des révélations incroyables. Merci bien, au revoir.